J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invitée spéciale Doriane Lepouzet. Doriane, tu es la première de nos invités. Je ne sais pas si tu seras la première diffusée, mais il y a de fortes chances. Et je t'ai demandé de venir parce que je suis fan de ton parcours, je te trouve super inspirante. Et voilà, je commence à t'intimider déjà dès le début. Doriane, elle vous dira qu'elle est timide, mais en réalité, elle a déjà fait des vidéos et elle est super à l'aise. Et Doriane a une super voix. Bref, vous allez découvrir Doriane. Bonjour et bienvenue sur Nebulae, le podcast des femmes scientifiques. Quoi ? Nebulae ? Bonjour. Bonjour Doriane. Merci de me recevoir, quel honneur. C'est un honneur pour nous. Doriane, j'ai une question pour toi. Quel est ton travail ? Super inspirée, t'as vu ? Mon travail, c'est développeuse Pega. Développeuse Pega. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Pega ? Oui, bien sûr. Pega, c'est un logiciel développé par Pegasystem. C'est un progiciel pour faire du low code, donc low, L-O-W, de l'anglais bas. Donc, en gros, on n'écrit pas vraiment des lignes de code comme sur un langage comme Java ou Python. On fait du drag and drop. On a une interface qui en fait crée le code à notre place. Mais il faut réussir à interagir avec cette plateforme, ce qui n'est pas toujours facile. Donc c'est un vrai métier. Doriane, comment tu es arrivée à faire du Pega ? Parce que c'est pas le langage de programmation dont on entend le plus parler. Je peux peut-être revenir du coup sur mon parcours. Donc, j'ai fait un master de biologie en immunologie et génétique. Et je souhaitais pas continuer sur une thèse, donc j'ai commencé à chercher du travail à ce moment-là. Je n'en ai pas trouvé en biologie, mais j'en ai trouvé en informatique. Donc j'ai fait une reconversion. C'était une formation de 3 mois. Et j'ai été ensuite embauchée chez Soprasteria, qui m'a mis directement sur un projet qui commençait à ce moment-là, qui était un projet Pega. Donc c'est là que j'ai appris Pega. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai persévéré. Depuis maintenant 5 ans, je pense. Comment t'es passée de la biologie à l'informatique ? Est-ce que t'avais déjà eu des envies de bosser dans l'informatique ou ça t'est vraiment tombé dessus ? Je pense que ça c'est venu un peu tard. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé les ordinateurs, les jeux vidéo, Internet, tout ça. Faire des programmes sur ma calculatrice quand j'étais au lycée. Je suis trop jalouse. Mais t'en faisais aussi, je sais. Non, justement, j'étais jalouse de mes potes qui en faisaient. Si on s'était rencontrés à ce moment-là, j'aurais été jalouse de toi. Je suis flattée. Mais j'avais jamais vraiment eu l'idée de faire de l'informatique, déjà parce que en fait mon objectif premier c'était de faire médecine et donc j'ai échoué. C'est pour ça que j'étais allée ensuite en biologie. Parce que je m'étais dit, en fait, à l'époque, que j'avais 20 ans, j'avais passé 2 ans à essayer de faire médecine et j'avais raté, et donc c'était gravissime, j'avais un peu raté ma vie, et il fallait que vite je rebondisse en allant quelque part qui ressemblait à la médecine pour que tout soit pas perdu. Et en fait, c'est à ce moment-là peut-être que j'aurais dû me tourner vers l'informatique, mais je sais pas, j'y ai pas pensé pour je ne sais quelle raison. Et donc la biologie, au bout de 5 ans, donc une licence, 3 ans de licence plus 2 ans de master, je me suis rendu compte que vraiment ça me plaisait pas beaucoup. Et quand par hasard sur LinkedIn, c'était la recruteuse de Soprasteria qui cherchait des bac+5 scientifiques pour faire des reconversions. J'ai été contactée par cette personne et là, ça a fait sens tout de suite dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, bien sûr que ça me plairait. Enfin, je n'ai pas réfléchi beaucoup plus longtemps et j'ai accepté. Et je le regrette vraiment pas. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, sur le fait qu'à 20 ans, on avait l'impression d'avoir loupé notre vie. Alors, Doriane et moi, on s'est rencontrés, pour nos auditeuristes qui ne connaissent pas, on s'est rencontrés pendant cette fameuse PACES qu'on a échoué. Et c'était pareil pour moi. J'avais toujours eu des bons résultats. Et on est arrivé à un moment où on a été confronté à notre premier échec avec l'impression de s'être dit on a perdu 2 ans. Vraiment, on a perdu 2 ans de notre vie. On va plus rien pouvoir faire. Toutes les portes vont se fermer. On est des redoublantes. Ça y est, on est vraiment des redoublantes, voire des triplantes. Il y avait ce côté-là, je trouve assez traumatisant. Je sais pas toi, Sophie, si tu l'as vécu
ou si toi tout s'est passé très facilement et donc du coup, au moment de ta reconversion, est-ce que toi tu t'es posé cette question de savoir si t'avais pas loupé un moment de ta vie? Je pense que là où j'ai le plus eu de challenge à relever, c'est plus au moment de l'entrée sur le marché du travail. Qu'est-ce que j'en fais de ces études? J'ai adoré, mais qu'est-ce que j'en fais? Et là, pour le coup, de se confronter un petit peu à mon profil correspond peut-être pas finalement à ce que j'aimerais faire. Comme je racontais, moi j'ai toujours hésité entre les sciences et les arts. Comment je mets un peu plus de créativité dans mon boulot, mais je me sens pas légitime non plus. Enfin, et je voulais absolument écrire des articles. On me demandait si j'étais journaliste, et c'est plus là au final où j'ai galéré. Il y a quand même ce côté de est-ce que mon diplôme va me servir et à quoi il va me servir? Et toi, Dorian aussi, quelque part, t'as fait un bac+5 et au final, t'as fait une reconversion. Est-ce que pendant cette reconversion, t'avais encore cette sensation d'avoir perdu ton temps? Ou est-ce qu'au contraire, t'as vu ça comme une belle opportunité? Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton expérience au moment de la reconversion? Alors, je me suis posé la question pendant la reconversion de me dire, au final, du coup, j'ai fait 5 ans d'études sur un domaine et ça va pas du tout me servir dans le métier que je vais faire. Mais en fait, c'est pas une question qui m'a dérangée pendant longtemps parce que vraiment, j'ai tellement aimé l'informatique et aussi, je me suis rendu compte rapidement que sur le marché du travail, dans la vraie vie, peu importe que je vienne d'un autre milieu, parce que si j'arrive à faire mes preuves, si j'arrive à montrer ce que je vaux et que je vaux quelque chose de pas mal, et ben tout le monde s'en fiche au final. Aujourd'hui, tu as déjà quelques années d'expérience maintenant en Pega. Est-ce que tu te considères comme senior? J'ai le niveau de certification senior système architecte, donc oui, oui je dirais. Bon après je suis pas la plus senior, mais en même temps, Pega, c'est pas un langage qui est très vieux, donc... Est-ce que tu peux être appelée une experte? Oui. Yes, j'adore entendre ça. Merci, Dodo. Oui. Super. Ça, c'est un truc aussi, je voulais faire un petit point. Le mot expert, quand on est dans le milieu de l'informatique, ou même, je pense, dans le milieu des sciences de manière générale, il est très, très, très élitiste. On a ce côté de non, on peut pas mettre expert si t'as pas 15 ans d'expérience sur un sujet. Et d'un côté, il y a une partie de moi, je sais pas pour vous, mais il y a une partie de moi qui me dit bah oui, effectivement, tu peux pas être expert si t'as pas vraiment pratiqué le truc et si t'as pas passé des années dessus à éplucher le langage de programmation, par exemple, dans tous les sens de ce langage. Si t'es pas parfaitement au courant des nouveaux updates, en tout cas des mises à jour qui ont été faites sur le langage. Si t'as pas été confronté à des problèmes d'intégration qui impliquent d'autres langages et d'autres corps de métier. Et du coup, je suis hyper heureuse de t'entendre dire que tu peux te considérer comme experte parce que j'ai remarqué que souvent, le problème de cet élitisme, c'est qu'il y a plein de personnes très compétentes qui osent pas dire qu'elles sont compétentes et qui du coup sont moins visibilisées. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a quand même beaucoup de femmes. Mais ton expertise, elle est justifiée par des années d'expérience, par les certifications que tu as passées. Et merci de dire que tu peux te sentir experte et que tu es experte de Pega. J'aimerais connaître qu'est-ce qui te motive aujourd'hui dans ton travail et qu'est-ce qui te passionne et qui te donne envie de te lever tous les jours? Je pense que c'est l'envie d'être la meilleure dans Pega. C'est ça qui me passionne. C'est que j'ai l'impression dans ce langage que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, mais aussi une bonne partie des raisons qui fait que ça me plaît, c'est que j'ai l'impression que je peux exceller. Et même si je suis pas encore à l'excellence, bien sûr, et on peut toujours s'améliorer, mais ouais, c'est ça, j'ai envie d'en apprendre un maximum sur le langage pour être forte et pour que mes pairs reconnaissent aussi ma valeur. Ok. Quand tu auras atteint cet objectif de « je suis la meilleure et j'ai tout », qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas apprendre un autre langage? Je pense que oui. Parce que... Alors bon, c'est un problème spécifique à Pega, c'est que du jour au lendemain, ça peut s'écrouler. Donc ce serait quand même bien que dans pas trop longtemps, je commence à élargir mes compétences à d'autres langages.
Donc j'attends d'avoir atteint un niveau que j'estime suffisant dans Pega, et puis après je commencerai peut-être à voir autre chose. Et pourquoi ce langage peut s'écrouler ? Parce que c'est une entreprise, Pegasystem, et qui est en bourse. Enfin bref, il y a moyen que du jour au lendemain ça s'écroule, et surtout le créateur et propriétaire de Pegasystem, c'est même pas sa source de revenus principale, Pegasystem, c'est juste un jouet pour lui un peu. Donc s'il veut arrêter de s'investir dedans, il peut, et nous, on l'a dans l'os. C'est joliment dit. Quelle est ta plus grande fierté au niveau professionnel ? Je suis fière quand des autres développeurs Pega que j'admire et que je respecte me disent que j'ai fait du bon travail ou sont d'accord avec moi. Enfin, vraiment, moi, j'ai l'impression que je suis peut-être trop attachée à ça, mais j'ai envie de reconnaissance. Donc, c'est ça qui me rend fière. Tu as utilisé le mot développeur. Est-ce qu'il y a une majorité d'hommes en Pega aussi, comme dans les autres langages de programmation ? Alors, oui, une majorité d'hommes, mais quand même... Alors, j'ai pas les chiffres, mais d'après ce que j'ai remarqué, plus de femmes en proportion que sur d'autres langages. Est-ce que c'est comme un langage, un projet de web app classique, tu as un front, un back, une infrastructure, de l'ops, ou est-ce que tout est un peu mélangé, et qu'est-ce que tu préfères faire, toi ? Tout est intégré dans la plateforme Pega, et qu'est-ce que je préfère faire ? Clairement pas le front. Le front, c'est la partie visuelle, c'est pour celles et ceux qui ne font pas d'informatique du tout. C'est toute la partie interface avec l'humain. Et du coup, par exemple, dessiner un bouton et savoir que quand on va cliquer dessus, ça va rappeler une fonction spécifique. Donc après, la fonction qui est liée, ça, c'est le back. Mais le front est souvent très lié à l'UI et à l'UX design. Donc c'est comment est-ce qu'on rend un site très ergonomique pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice puisse arriver rapidement au but souhaité. Et je trouve que je sais pas, Chloé, ce que t'en penses, mais je crois que le front, c'est plutôt genré au féminin. Ouais, très clairement. Donc, je pense que c'est peut-être pas génial de dire ça, mais c'est aussi une raison qui fait que ça m'attire moins le front. C'est parce que j'ai envie d'être respectée parmi les hommes et faire ce qu'ils font eux, et voilà, faire le bac. Ouais, c'est terrible. Il y a encore, à petite échelle, il y a ces petits élitismes-là où le bac, c'est un petit peu le nerf de la guerre, alors que le front, on met les stagiaires dessus, on met les jeunes femmes issues de reconversion. Et pourtant, c'est super important. Et il y a tout ce travail qui est normalement fait aussi par une autre personne qui est qualifiée sur d'autres choses. Enfin, l'UX designer va pas être celui ou celle qui va faire aussi l'implémentation, donc la concrétisation des études du UX qui ont été faites. Mais bon, je pars peut-être un peu trop dans les détails. Est-ce que tu sais le prochain langage de programmation que tu vas vouloir apprendre ? Je sais pas du tout. Et ça, en fait, ça m'inquiète un peu parce que j'aimerais bien apprendre un vrai langage, un Python, un Java, je ne sais quoi, mais n'ayant pas fait d'études d'informatique, ça me fait assez peur. Je me dis que je vais jamais être au niveau, que les compétences que j'ai acquises dans Pega, même si pour une partie je vais pouvoir les réutiliser dans d'autres langages, mais je pense que ce sera quand même un sacré challenge. Et autant je peux espérer dans Pega, vu que c'est pas très connu, c'est un petit monde, je peux espérer être parmi les meilleurs. Si je fais un langage plus connu, utilisé mondialement, bien sûr que je ne serai pas parmi les meilleurs. Donc. C'est quoi pour toi la qualité principale qu'une développeuse doit avoir ? Et oui, je genre au féminin exprès. L'humilité. Voilà, si j'avais nommé au masculin, si j'avais dit développeur, est-ce que tu aurais dit autre chose ? Non, mais parce que c'est quelque chose que j'admire chez les autres, chez mes collègues développeurs et développeuses. Je trouve que c'est les gens qui sont les plus humbles, qui au final sont les plus aptes ensuite à se remettre en question, à apprendre, et on est toujours dans un apprentissage continu. Donc l'humilité, c'est important. Moi, j'ai bien aimé ce que tu nous disais sur
j'avais envie de travailler sur le bac. Je sais pas si on dit comme ça. Ok. Parce que justement, c'est un milieu d'hommes et je voulais me faire ma place dans ce milieu d'hommes. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé de faire sa place dans ce milieu d'hommes? J'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais je trouve que ça s'est très bien passé. J'ai toujours été accompagnée par des développeurs au masculin vraiment très bienveillants, qui faisaient vraiment aucune différence par rapport au fait que j'étais une femme. Et donc, oui, vraiment beaucoup de bienveillance, j'ai trouvé parmi mes collègues masculins. Et aussi, j'ai aussi des collègues femmes qui m'ont montré la voie et qui étaient aussi très fortes, et donc qui m'ont donné envie de faire ma place, qui m'ont montré que c'était possible pour moi aussi d'être aussi forte que les hommes au bac. Ça peut être difficile de se faire une place dans un milieu plutôt masculin, mais parfois c'est pas difficile à cause des autres hommes, mais ça peut être aussi les femmes qui, parce que elles ont galéré à se faire une place, ont peut-être pas envie d'avoir de la concurrence. Et donc, je trouve que parfois, c'est un peu la double peine. Et les hommes vont pas forcément aider. Et puis, parfois, il y a peut-être un manque aussi d'entraide. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avais un petit peu creusé le sujet parce que j'avais fait un post Insta sur le syndrome de la reine des abeilles. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène existe, mais c'est normal parce qu'il y a une grande diversité de femmes. Et du coup, il y a des femmes qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins chaleureuses. Mais j'ai cherché un petit peu les explications qu'il pouvait y avoir derrière, et c'est vrai que j'ai grandi aussi avec certaines femmes et certaines qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Et en réalité, derrière, t'as plusieurs raisons. T'as déjà celles qui vont adopter les codes masculins parce que, en fait, pour monter dans la hiérarchie, elles ont tellement dû se battre pour être reconnues, elles ont tellement dû se battre qu'à la fin, elles ont adopté tous les codes de la masculinité, de la virilité, et du coup de chacun pour sa pomme, la vie c'est la jungle, et puis tu te débrouilles. Et il y en a d'autres aussi qui vont faire ça avec un fond bienveillant, même peut-être inconscient, de se dire si moi j'ai réussi à la dure, tu dois réussir à la dure, sinon tu n'y arriveras pas. Et tu dois adopter ces codes, tu dois subir des épreuves, parce que sans t'endurcir, tu survivras pas à la vie. Et moi, ça, je l'ai eu un peu dans mon éducation, très légèrement, avant que le mot hypersensible arrive un peu plus sur la scène médiatique. Mais je suis hypersensible. Quand j'étais petite, j'avais tendance à pleurer pour rien. Enfin, pour rien. J'avais mes raisons, quoi. Et mon père, il supportait pas que je pleure. Et il me disait, mais il va falloir que tu t'endurcisses un peu. Et je pense que c'était très dur quand il me disait ça. Mais lui, c'était bienveillant. C'était, ma cocotte, la vie c'est fait de difficultés, donc faut que tu apprennes à surmonter ça. Le truc, c'est que c'est pas parce que je pleure que j'arrive pas à surmonter ça, mais voilà, il y a une expression des sentiments. Et tout ça pour en venir au fait que dans dans le syndrome de la reine des abeilles, il y a ces différents patterns. Et il y a aussi le fait qu'on a été élevé en rivalité. On commence avec le féminisme aujourd'hui à développer tout ce qui est sororité, mais on a quand même grandi avec des contes où il y avait la méchante belle-mère. Moi, ça m'a beaucoup impacté. Il y en a qui vont dire que les contes, c'est juste des contes et ça s'applique pas à la vraie vie. Mais quand tu as des imaginaires, et uniquement des imaginaires de femmes rivales qui se tirent dans les pattes, et des femmes de pouvoir qui sont ultra désagréables, déjà, t'as pas envie d'y arriver, t'as pas envie de devenir ces femmes de pouvoir complètement aigries. Et ensuite, t'as certainement pas envie d'être toute gentille parce que tu te dis que tu vas te faire marcher sur les pieds, notamment des autres femmes. Il y a toute cette mise en concurrence par rapport aux hommes, mais ça, c'est encore un autre domaine. Mais même dans le travail, il y a cette idée qu'en même temps, s'il y a un tel plafond de verre et que tu as la place que pour une seule femme, tu m'étonnes qu'on soit en compétition. S'il y avait 50-50, ce serait on se sentirait moins menacé en étant à des postes à responsabilité. Voilà pour mon petit talk. Mais j'avais une question, Dodo. Comment cette reconversion s'est passée ? Est-ce que tu étais dans des groupes mixtes pendant cette reconversion ? Est-ce qu'il y avait plus de femmes ? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup le cas. Les femmes dans l'informatique, ils sont pas mal issues de reconversion. Ou est-ce que, au contraire, c'était tout à fait mixte ou avec beaucoup d'hommes ? Donc, dans ma formation de reconversion, on était, je pense, une dizaine en tout. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment moitié-moitié. Moitié homme, moitié femme.
Et j'en avais discuté avec la personne qui m'avait recrutée et elle m'avait clairement dit que ces formations de reconversion, c'était un excellent moyen pour eux de recruter des femmes parce que comme elles font en proportion moins des écoles d'informatique, et donc les reconversions, c'était quand même assez féminin. Est-ce que tu as la sensation, ou est-ce que tu as déjà eu la sensation d'avoir été embauchée ou recrutée parce que tu étais une femme ? Ou est-ce que quelqu'un te l'a déjà fait sentir ou te l'a déjà dit ? Jamais. Ça, c'est cool. Parce que c'est une des grosses questions qui est soulevée par les quotas. C'est si on impose des quotas et qu'on dit, bon, voilà, au bout d'un moment, faut commencer vraiment sérieusement à embaucher des femmes en informatique. Il y a toujours, du côté des hommes, le « ouais, mais t'as été recrutée parce que t'es une femme » et t'en as beaucoup qui ont les boules parce que, du coup, il y a un poste qui leur est passé sous le nez et c'est une femme qui l'a pris. Et il y a des femmes qui vont se dire, qui vont douter elles-mêmes de pourquoi elles ont été embauchées. Est-ce que c'est pour leur capacité ? Oui, c'est pour ça que je voulais rebondir tout à l'heure dessus. Est-ce que c'est pour leur capacité ou est-ce que c'est parce qu'elles sont des femmes ? Voilà, c'est des grosses questions et je pense qu'on aura une invitée aussi qui pourra nous en parler. Et tout à l'heure, je t'ai demandé quelle était la plus grande qualité pour une développeuse et tu m'as dit l'humilité. Est-ce que par hasard, tu te dirais pas que toi, t'es douée d'humilité et donc en fait, tu peux arriver à tout faire ? Alors, je dirais pas que je suis douée d'humilité puisque j'ai commencé en disant que je voulais être la meilleure. J'adore. Mais j'y travaille. Non, parce que j'étais sûre. Je t'avoue, quand j'ai posé la question, je me suis dit, elle va citer une qualité qu'elle a, c'est sûr. Parce que sans te rendre compte, mais si tu dis que c'est des choses que tu apprécies chez les autres, c'est des choses auxquelles tu fais attention toi. Et si t'as ces compétences-là pour être une bonne développeuse, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas en C++ ou en JavaScript ou en je sais pas quoi. Et est-ce que au final, on peut être et humble et très ambitieux ? Question piège. Je sais pas. Oui, je suppose. C'est quand même. Il faut marcher bien au milieu et pas tomber dans des travers d'être trop humble et de pas se rendre compte de sa valeur et au contraire d'enfler son ego. Moi, en tout cas, j'ai adoré parce qu'on s'est rencontrés qu'aujourd'hui avec Dorian. Déjà, ravie de te rencontrer. Ravie aussi. Et notre premier échange, avant l'enregistrement, tu parlais de cette ambition et j'ai trouvé ça incroyable parce que je trouve que en tant que femme, on peut être brimée dans cette ambition et ça peut être mal vu d'être une femme ambitieuse. Et j'ai adoré quand tu l'as dit. En plus, c'est avec tellement d'assurance et d'envie et d'intérêt pour ce que tu fais. Ouais, je trouve ça hyper inspirant. Donc voilà, c'est pas du tout une question, mais c'est une remarque. Ça me touche beaucoup. Est-ce qu'on conclut du coup sur ça, sur soyez ambitieuse, ambitieux, n'ayez pas peur de vous reconvertir. Ouais, je pense que c'est une excellente conclusion de cet épisode spécial d'Oriane. Et pour le mot de la fin, je pense qu'on avait dit qu'on inventerait un mot à chaque fois. Tu dis un mot qui te passe par la tête, n'importe lequel. Ornithorynque. Merci d'avoir écouté Nebulae, le podcast des femmes scientifiques badass.